Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. Je suis très heureux d'accueillir ici aujourd'hui au Collège de France mon collègue et ami Darin McMahon, avec qui j'entretiens et avec qui nous entretenons. Nous, c'est la communauté des historiens et des spécialistes du XVIIIe siècle, avec qui nous entretenons un dialogue serré depuis maintenant de longues années. Darin est professeur à Dartmouth College, qui, comme vous le savez, est une des grandes institutions d'enseignement supérieur aux États-Unis. Bon, il est ici cette semaine en visite, et pas en exil politique, mais... et Darin est un spécialiste d'histoire à l'origine. Il le reste, et vous allez d'ailleurs vous en apercevoir quand vous allez l'écouter, puisqu'il nous fait la gentillesse de présenter sa communication en français. Vous verrez que son français est parfait, mais parce qu'il est historien, et notamment parce qu'il est à l'origine historien de la France, et plus précisément, j'allais dire de l'histoire des Lumières, ou plus exactement de l'histoire des anti-Lumières, puisque son premier livre, qui est toujours la référence sur le sujet, s'appelait Enemies of the Enlightenment, l'ennemi des Lumières, the French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity, publié en 2001, un livre qui peut-être aujourd'hui retrouve une actualité politique sur la question de la généalogie des anti-Lumières et des oppositions à la modernité libérale et politique. Depuis ce livre, Darin a beaucoup élargi son champ de compétences, et c'est peu de le dire, vous allez vous en apercevoir, puisque donc, il s'est spécialisé, il a gardé sa spécialité du côté de l'histoire intellectuelle, mais en élargissant par rapport au XVIIIe siècle, son siècle d'expertise, et en plaidant, comme il va le faire à nouveau aujourd'hui, pour une histoire des idées dans la longue durée. C'est un des thèmes qu'il a beaucoup développé et défendu sur un plan théorique, et même de la très longue durée. Ce qu'il appelle une histoire dans les idées, plutôt qu'une simple histoire des idées, justement pour éviter l'aspect trop abstrait qu'a parfois la notion d'histoire des idées. Alors, cette idée de suivre comme ça des idées dans une succession de contextes historiques différents sur la longue durée, c'était au fond, quand il a commencé à en défendre l'idée, c'était un peu à contre-courant, il faut bien le dire, et notamment vu de France, puisque d'une part, c'était... vous savez qu'en France, l'histoire des idées, l'histoire intellectuelle, un peu coincée entre l'histoire de la philosophie, l'histoire de la littérature et l'histoire, a souvent été relativement mal vue, aussi bien des philosophes que des historiens, alors qu'elle a, dans d'autres traditions historiographiques et intellectuelles, y compris européennes, en Italie, en Allemagne, un pédigré important, et bien en France, elle a toujours été regardée un peu bizarrement, et puis parce que c'était le moment où les historiens français découvraient avec, déjà quelques années, mais en tout cas découvraient avec joie la micro-histoire, avec l'idée de travailler sur des contextes très précis. Et donc la proposition de suivre comme ça des idées dans des très longues durées pouvait apparaître à contre-courant. Et alors, je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais il est très frappant de voir qu'aujourd'hui, c'est une proposition qui a porté ses fruits, et on pourrait citer énormément de travaux, de livres, d'articles qui justement suivent cette idée de retravailler, d'appliquer à l'histoire intellectuelle les méthodes et les questionnements qui sont ceux de la transformation sur des très longues durées. Mais Darin ne s'est pas contenté de plaider d'un point de vue théorique et méthodologique pour cette histoire des idées dans la longue durée. Il a donné l'exemple, il a montré la voie avec plusieurs études importantes consacrées à l'histoire de grands concepts de la pensée occidentale, avec d'abord un livre sur l'histoire du bonheur, publié en 2006, qui malheureusement, je crois, n'a pas été traduit encore en français, mais qui a été traduit dans de très nombreuses langues, qui est livre de référence sur la longue durée de l'histoire du bonheur, puis un livre sur l'histoire du génie, qui cette fois a été
traduit en français aux éditions Fayard, sous le titre Fureur divine, une histoire du génie. Et puis, très récemment, un livre donc consacré à la notion d'égalité, qui vient d'être publié en français aux éditions Flammarion. Et donc, c'est de ce livre que Darin va nous parler aujourd'hui. Vous aurez repéré que bonheur, génie, égalité, même si Darin brosse, comme il le fait dans ce livre, une histoire qui va de la préhistoire jusqu'à nos jours, eh bien, ce sont des notions qui ont toutes, au fond, un pivot absolument essentiel au XVIIIe siècle. Et donc, finalement, l'histoire des Lumières, des Anti-Lumières et du XVIIIe siècle n'est jamais totalement éloignée et absente. Donc, Darin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je te donne la parole. La conférence va durer 50 minutes, 55 minutes, un peu moins d'une heure. Et ensuite, on aura un temps de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous aurez la possibilité de les poser à la fin de la conférence. Merci Antoine, c'est très gentil, cette introduction aimable. Je vous remercie, je te remercie et je remercie le Collège de France pour l'invitation et l'accueil. C'était vraiment un honneur pour un fils californien d'être là, et pas seulement un honneur, mais un plaisir. Et je vois plein des amis, des anciens étudiants, des collègues dans l'audience, donc ça me rend très content. Merci tous d'être venus. Alors, cela fait maintenant près de 70 ans que Fernand Braudel, illustre historien du Collège de France, a publié pour la première fois son célèbre article. Alors, laisse-moi voir. Il m'a montré. Non? Oui. Histoire et sciences sociales, la longue durée dans les pages des Annales. Et comme vous le savez, Braudel défendait l'idée de traiter différents niveaux de temporalité historique, conjoncture, cycle, courtour, mais il mettait particulièrement l'accent sur ce qu'il appelait la longue durée, c'est-à-dire l'histoire de longue, même de très longue durée, où le temps s'écoule lentement sur un fond presque immobile. Braudel s'intéressait bien sûr aux structures sociales et surtout à celles façonnées par la géographie, l'économie et l'environnement naturel. Et pourtant, il reconnaissait pleinement que l'on pouvait identifier ces mêmes permanences ou survivances dans l'immense domaine culturel. Il existait, en d'autres termes, une longue durée intellectuelle. Et Braudel citait plusieurs exemples tirés de l'histoire de la littérature, de la peinture, des sciences et de la religion pour illustrer son propos. Malgré ces exemples, Braudel lui-même ne s'intéressait pas particulièrement à l'histoire intellectuelle. Et ceux qui s'y intéressent ont généralement tendance à ne pas travailler dans la temporalité de la longue durée. Il existe bien sûr des exceptions, et maintenant plusieurs, comme Antoine a dit. Mais avant, on pourrait citer par exemple les travaux de Michel Foucault, qui a été fortement influencé par Braudel et qui a compris la nécessité de prendre en compte des temporalités multiples. Mais si Foucault reconnaissait, comme il l'a déclaré dans une interview de 1969, que l'on pouvait transposer les méthodes des Annales à l'histoire des idées, du savoir et de la pensée en général, son propre travail était sans doute davantage marqué par la tendance qu'il identifiait dans l'archéologie du savoir, où il souligne, et je cite, que dans des disciplines qu'on appelle histoire des idées, des sciences, de la philosophie, de la pensée et de la littérature aussi, l'attention s'est déplacée au contraire des vastes unités qu'on décrivait comme des époques ou des siècles vers des phénomènes de rupture. Je pense que l'on peut affirmer que cette insistance sur la discontinuité, sur la rupture et sur le particulier par opposition au général et au sériel, en est venu à caractériser une grande partie du domaine de l'histoire intellectuelle au sens large depuis cette époque.
tant dans le monde francophone que anglo-saxon. Cela s'est accompagné non seulement d'une attention plus circonscrite à des registres temporels plus étroits, mais aussi d'une préférence pour le particulier au détriment du général. Comme l'a observé Jan Parker, chercheuse à Cambridge, to particularize, that is what the humanities do. Particulariser, c'est ce que font les sciences humaines. Je ne discuterai pas ici des raisons de cette évolution qui sont certainement nombreuses. Mais ce que je voudrais suggérer, c'est que malgré tous les avantages de cet effort de contextualisation et de particularisation qui mettent l'accent sur la rupture et le changement, celui-ci présente aussi des inconvénients. Ou, pour le dire de manière plus positive, il y a des avantages à adopter une vision à plus long terme. Comme l'a bien compris un autre professeur célèbre du Collège de France, Emmanuel Leroy-Ladurie, le monde a besoin à la fois des chercheurs de truffes et des parachutistes, c'est-à-dire ceux qui ont le nez sur l'objet et ceux qui regardent le terrain de haut. En ce qui concerne plus particulièrement l'histoire intellectuelle, je pense qu'il est utile d'accepter la possibilité évoquée par Braudel d'écrire l'histoire des idées sur la longue durée. C'est en tout cas ce à quoi j'aspire depuis plusieurs décennies, et je suis heureux de dire que maintenant je ne suis pas seul. David Armitage, Martin Jay et John Potts, entre autres, ont cherché à théoriser ce à quoi pourrait ressembler une histoire intellectuelle de la longue durée, et j'ai moi-même essayé de faire le même. Je voudrais donc, dans les minutes qui suivent, vous donner un aperçu de cette démarche appliquée aux idées d'égalité. Et je l'espère vous ouvrir à la possibilité que nous pourrions tirer profit d'une approche du sujet avec le point de vue de parachutiste. Le livre que je viens d'écrire, qui a été joliment traduit par Christophe Jacquet, est certes longue. Il couvre une période il y a environ 300 000 ans à grosso modo hier, ce qui représente beaucoup de matière. Je ne pense pas qu'il soit judicieux d'essayer de résumer l'ensemble du livre ou de vous présenter ces 11 chapitres principaux, chacun présentant ce que j'appelle une figure différente de l'égalité, c'est-à-dire une manière dont l'égalité a été imaginée, conçue ou représentée à travers l'espace et le temps. J'ai plutôt décidé de vous présenter plusieurs des thèmes principaux du livre et de souligner certaines de ses conclusions les plus surprenantes. À mon avis, l'époque dans laquelle nous vivons est particulièrement propice à la réflexion sur l'égalité. Pierre Rosanvallon a souligné dans cet ouvrage pionnier que nous sommes, et je cite, confrontés à une crise de l'égalité. Le mot lui-même étant devenu tellement détaché de l'expérience qu'il a commencé à perdre son sens. De même, le grand historien italien du droit romain, Aldo Schiavoni, observe que depuis quelque temps, nous avons perdu la valeur et peut-être même jusqu'au sens de la présence de l'égalité. Je suis d'accord avec ce diagnostic qui soulève la question suivante. Pourquoi sommes-nous confrontés aujourd'hui à une crise de l'égalité ? L'une des raisons principales est certainement la resurgence spectaculaire des inégalités de revenus et de richesses dans les pays prospères du Nord depuis la fin des années 70, après une longue période de compression. Conjugué à des événements tels que le Brexit, l'élection de Donald Trump et la resurgence de l'extrême droite dans de nombreuses régions du globe, cette évolution a donné lieu à une multitude d'études sur les inégalités
un sujet que, étonnamment, les économistes n'avaient guère étudié au cours du XXe siècle. Les livres sur le sujet se sont multipliés de l'âge de pierre au XXIe siècle, parallèlement à l'émergence de tout un secteur de ONG et de groupes de réflexion fournissant des informations actualisées sur l'état des inégalités dans le monde. Le sociologue britannique Mike Savage appelle cela notre paradigme de l'inégalité. Et nous voyons des inégalités partout où nous regardons. C'est un travail important et nécessaire. Mais comme le suggère Savage, l'attention incessante portée aux inégalités peut être quelque peu déformante, nous empêchant de voir d'autres évolutions. C'est aussi en soi un symptôme de la crise de l'égalité, car cela suggère que nous avons perdu, comme le dit Schiavoni, la capacité même de l'imaginer, sans parler de la vivre ou de la mettre en pratique. Je pense donc que le moment est venu de reconsidérer... Ah oui ? Des problèmes de micro, d'accord. Non, pas de souci. Je pense donc que le moment est venu de reconsidérer la notion même d'égalité, non seulement parce qu'elle a été oubliée ou mise de côté, mais aussi parce que nous sommes les héritiers de certaines idées préconçues à son sujet, à savoir la conviction que l'égalité est un concept qui ne cesse pas de se répandre et de s'étendre du domaine civil au domaine politique, puis au domaine économique. Une croyance vague que l'égalité possède, comme le dit la philosophe féministe Anne Phillips, une sorte de logique interne qui garantit en quelque sorte qu'elle finira par prévaloir. Cette notion a été mise en place au XVIIIe siècle. Elle est notamment exprimée par Condorcet, par exemple, et elle est reformulée de manière célèbre au XIXe siècle par Alexis de Tocqueville, lorsqu'il observe dans la préface du premier volume de la Démocratie en Amérique que, et je cite, « le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. » Fin de la citation. Cette même idée a été adoptée à plusieurs reprises au XXe siècle, en particulier après 1945, par des personnalités de tous bords politiques, notamment Martin Luther King, qui s'est inspiré d'une phrase du théologien abolitionniste Theodore Parker, pour suggérer que l'arc moral de l'univers est long, mais qu'il tende vers la justice, vers l'égalité. C'est une phrase que le président Obama a utilisée pas moins de 33 fois dans ses discours officiels pendant son mandat. Le fait est que, jusqu'à récemment, beaucoup d'entre nous vivaient avec cette même conviction, que le monde, même de manière irrégulière et lente, luttait pour atteindre l'égalité. Et on peut citer des centaines de livres écrits depuis les années 80 qui portent précisément ce titre, la lutte vers l'égalité, The Struggle for Equality. Dans ces ouvrages, l'égalité devient une sorte de destination à l'horizon flou et indistinct, quelque chose vers lequel nous nous dirigeons, mais qui est rarement étudié, du moins par les historiens en tant que tels. Et il est frappant de constater que par rapport à l'histoire de la liberté, par exemple, qui a suscité tant d'intérêt chez les historiens intellectuels, surtout dans le monde anglo-saxon, par rapport à cette histoire, l'histoire de l'égalité a peu retenu
l'attention. L'historien intellectuel David Armitage a fait remarquer que l'histoire conceptuelle de l'égalité reste presque entièrement inconnue. Il existe certes des exceptions importantes, et j'ai déjà mentionné Roosevelt et Schiavoni, ainsi que certains travaux passionnants qui sont en cours de publication aujourd'hui. Il existe également, bien sûr, des travaux en philosophie, en économie et en sociologie, mais ceux-ci ont une tendance dans l'ensemble à être plutôt présentistes et non historiques. L'égalité n'a donc pas été traitée historiquement à la hauteur de son importance, et lorsqu'elle l'est, elle est invariablement considérée comme une notion moderne, un produit avant tout des Lumières. Si nous pensons l'égalité des hommes comme une notion dominante au XVIIIe siècle, remarque le chercheur Rolf Reichart dans son essai « Égalité » dans ce livre de Vincenzo Ferrone et Daniel Roche, c'est grâce aux Lumières et à leur modernité. Pour Mona Zouf, écrivant dans le Dictionnaire critique de la Révolution française, dans l'article sur l'égalité, l'égalité est devenue l'épreuve des vérités des pensées au XVIIIe siècle, aussi omniprésente que novatrice, marquant le passage, comme l'a fait remarquer Louis Dumont, de le homo hierarchicus à le homo aequalis. Rosan Vallon, lui, parle de l'invention de l'égalité au XVIIIe siècle. Et enfin, plus récemment, David Wengrow et feu David Graeber affirment dans leur best-seller sur l'histoire de l'humanité, voilà, le titre est un peu plus modeste en français qu'en anglais, qu'avant le XVIIe et XVIIIe siècle, la notion d'égalité sociale n'existait pas tout simplement. Ce n'est qu'à partir de cette époque, écrivent-ils, que les termes égalité et inégalité ont commencé à entrer dans le langage courant. Il s'avère que cette affirmation est tout simplement fausse. L'égalité a une longue histoire conceptuelle avant le XVIIIe siècle, et je pense qu'en l'étudiant de plus près, nous pouvons mieux comprendre sa réception ultérieure et les nombreuses utilisations différentes qui en ont été faites. Et c'est là mon premier argument majeur. Il existe une histoire de l'égalité avant l'égalitarisme moderne, comme le dit ma collègue américaine d'Oxford, Teresa Béjean, qui va sortir un livre important sur le même sujet bientôt. Et nous devons essayer de comprendre cette histoire afin de mieux comprendre ce qui a suivi. Je tiens à souligner que cette histoire n'est pas exclusivement occidentale. Pratiquement toutes les cultures ont des normes d'équité et de réciprocité, ainsi qu'un ensemble de valeurs sociales qui fournissent des ressources pour encourager l'égalité devant la justice. Bien sûr, cela ne se produit pas toujours, loin de là, mais les ressources existent néanmoins, réparties au cours de ce qu'on appelle l'âge axial du premier millénaire avant notre ère. Le regardé sociologue des religions Robert Bellah à Berkeley a souligné dans son dernier ouvrage majeur que c'est à l'âge axial que, et je cite, une éthique universellement égalitaire est apparue pour la première fois. Je reprends cette idée et soutiens que si l'on veut parler de l'invention de l'égalité en tant que valeur consciemment défendue et promue, il faut commencer par le premier millénaire avant notre ère, car c'est là que l'on entend pour la première fois parler de la fraternité universelle de l'humanité, de l'égale dignité ou valeur des enfants de Dieu et de la nécessité de prendre des mesures pour venir en aide et élever les humbles et les opprimés.
Je m'appuie sur un certain nombre d'exemples tirés de toutes les grandes traditions religieuses, mais permettez-moi d'en citer brièvement un issu de la tradition taoïste et de son sage semi-mythique du IVe siècle avant notre ère, Zhuangzi, le maître Zhuang, qui, dans un chapitre célèbre du recueil fondateur d'écrits qui porte son nom, présente au lecteur, comme le titre l'indique, une discussion sur l'égalité de toutes choses, de toutes les existences. Les 3 caractères chinois qui composent le titre du chapitre, Qi ou Lun, sont chacun chargés de significations possibles. Mais le sens général est que les êtres humains doivent aborder toutes les manifestations de l'univers avec une grande ouverture d'esprit et une grande acceptation, et se méfier de ceux, qu'il s'agisse de hauts fonctionnaires, de dirigeants ou de maîtres des sages, disons des professeurs, qui se proclament leur supériorité sur les autres. Tout au long du texte, Zhuangzi exprime sa méfiance à l'égard des distinctions hiérarchiques, avec la conséquence que nous sommes invités à résister aux efforts visant à établir des classements injustes entre les êtres humains et même avec les autres êtres vivants avec lesquels nous partageons la Terre. Je ne veux pas dire que les notions modernes d'égalité ou d'égalité des conditions, quelles que soient politiques, sociales ou économiques, sont issues telles quelles des sages de l'Axial comme Athéna de la tête de Zeus. Ce n'est pas du tout le cas. Mais j'insiste fortement néanmoins sur le fait qu'il y a une raison pour laquelle les militants ultérieurs, dans le cas de la tradition taoïste, les militants pour les droits des animaux, les féministes, les défenseurs des personnes handicapées, se tournent vers ces traditions et y trouvent matière à réfléchir sur l'égalité. Tout comme il y a raison pour laquelle, lorsque des acteurs ultérieurs comme Gandhi ou Ambedkar ou Martin Luther King ont façonné des notions d'égalité, en grande partie pour se défendre contre les exclusions et les fausses universaux des discours occidentaux sur l'égalité, ils ont puisé profondément dans leurs propres traditions religieuses respectives, les exploitant et les utilisant de manière créative, ce qui est un élément important de mon récit. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Il s'agit là d'un dicton canonique, un hadith du prophète Mahomet. Et comme vous pouvez le constater, cette citation postule l'unité de la création d'une manière qui exclut explicitement toute inégalité fondée sur la couleur de peau ou l'origine ethnique. Mais ensuite, il fait un pas qui n'est en aucun cas exclusif à l'islam, en posant la vertu comme une caractéristique distinctive entre les peuples. Il s'agit d'une distinction qui peut rapidement avoir un effet hiérarchique, exaltant les justes et stigmatisant ceux qui sont dépourvus de vertu. Je cite cet exemple non pas pour dénoncer l'islam, mais plutôt pour illustrer un principe général qui s'applique à toutes les religions apparues à l'âge axial, en particulier les religions monothéistes, et plus largement à l'égalité en général. Ce principe est le suivant. L'égalité peut rapidement devenir à la fois universaliste et dualiste, en posant l'égalité sur la base d'une ou plusieurs qualités, y compris l'humanité elle-même, dont certains peuvent être considérés comme plus dotés d'autres. La vertu, la raison, la sainteté, la dignité ou le bon type de religion ou de sang.
Les critères sont infinis et, en fin de compte, quelque peu arbitraires. Mais les êtres humains sont créatifs et ont une capacité troublante à établir des différences sur la base de ce qu'ils excluent. Ce qui m'amène à mon deuxième point important, à savoir que les revendications d'égalité servent invariablement à établir des prémices hiérarchiques et non simplement à les abolir, en traçant des lignes entre les égaux et ceux qui ne le sont pas. Permettez-moi de donner un autre exemple tiré cette fois-ci du christianisme. J'écris beaucoup sur le christianisme et je pense qu'il y a une certaine vérité dans l'observation de Tocqueville, selon laquelle l'idée chrétienne de l'égalité des âmes devant Dieu fournit le prototype de toutes les théories occidentales modernes sur l'égalité des droits. Nietzsche a dit à peu près la même chose, mais en qualifiant cette idée chrétienne de folle. Je pense que des chercheurs comme Jeremy Waldron et plus récemment Paul Sagar ont raison d'insister sur les racines chrétiennes du discours moderne sur l'égalité. Si vous cherchez le mot égalité dans les dictionnaires du début de l'époque moderne, vous trouverez invariablement une référence à la Trinité, co-égal et co-éternel, trois hypostases en une seule ousia, trois personae en une seule substantia, selon la formulation du concile de Nicée. Dans le christianisme occidental primitif, on trouve... j'ai pas le diapositive. Il y a des images de la Trinité en montrant trois personnes, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, comme trois personnes identiques. Et c'était très commun dans le christianisme de l'Occident. Et puis ça a arrêté parce que un symbole plus ancien est gagné, disons. C'est le triangle équilatéral qui est encore utilisé aujourd'hui dans les églises chrétiennes du monde entier. Il devient également le symbole principal de l'égalité dans le monde atlantique à l'ère des révolutions, d'abord chez les francs-maçons et puis chez les révolutionnaires américains, français et étiens. Et c'est une belle représentation visuelle de la continuité entre l'ancien et le nouveau, le chrétien et le moderne. Voilà une médaille de la Révolution française, il y en a plusieurs, avec l'égalité, la liberté, la raison et l'œil de Dieu au centre. Et voilà plusieurs images de la Révolution française montrant un homme blanc en noir, nivelé par la justice et en dessus un triangle équilatéral. Et je vous demande de noter bien le texte ici, les mortels sont égaux, ce n'est pas sa naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence. C'est presque la même que je citais tout à l'heure de Mahomet. Et je citerai plus tard une phrase pareille du christianisme. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais la plupart d'entre nous vous connaissent certainement cette phrase. En anglais, « We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal ». Et je pense que si vous posiez la question à un Américain lambda, il vous répondrait probablement que, comme Lincoln l'a dit plus tard, il s'agissait là d'une nouvelle proposition radicale, pas encore pleinement réalisée, bien sûr, ni universellement appliquée, mais radicale dans son essence. Une promesse
comme Frederick Douglass le sous-entendra plus tard, et Martin Luther King l'affirmera clairement. En fait, la proposition selon laquelle tous les hommes sont créés égaux était au XVIIIe siècle une affirmation plutôt banale, ce que Jefferson, à son honneur, n'a jamais nié. C'était un lieu commun de la philosophie stoïcienne chez les Grecs et les Romains, et il a été inscrit dans le droit romain au début du IIIe siècle par le juriste Domitius Ulpian, puis plus tard consigné dans le digeste romain. Alors, c'est selon la loi naturelle, tous les hommes sont égaux. C'est également une affirmation largement acceptée par les pères d'Église, à tel point que lorsque le pape Grégoire le Grand affirme à la fin du VIe siècle que nous sommes tous égaux par nature, il ne fait que répéter ce qui était déjà un cliché. Il le dit 2 fois dans ce texte, nous sommes tous égaux par nature, dans la première citation, et dans le deuxième, tous les hommes sont, le verbe est genogenere, c'est la racine de gène, de générer, de génie en fait. Tous les hommes sont générés égaux par nature, ou créés si vous voulez. De plus, c'est là le point crucial. L'égalité naturelle de la création, l'égalité par nature, ne compromettait en rien les inégalités bien réelles du monde. Ulpien était propriétaire d'esclaves, comme le pape Grégoire, et aucun d'eux n'avait l'intention de remettre en cause l'esclavage ou les hiérarchies bien établies en matière de genre, de richesse, de privilèges et de pouvoir dans leur monde respectif. Dans le cas d'Ulpien, l'égalité naturelle était supplantée par le droit positif, qui légalisait l'esclavage des captifs pris à la guerre dont la vie était épargnée par miséricorde. Et John Locke dit à peu près la même chose au XVIIe siècle. Grégoire, pour sa part, ajoutait une justification des inégalités par le péché original, s'appuyant sur la théologie de saint Augustin, qui affirmait que les êtres humains avaient été créés égaux, créés comme des pères, mais qu'ils avaient ensuite péché dans le jardin, introduisant ainsi la nécessité de la soumission et du contrôle. Mais aux yeux de Dieu, les distinctions entre les hommes dans le monde n'avaient aucune importance. Dieu ne faisait pas acceptation des personnes. God was no respecter of persons, comme le dit la Bible du roi Jacques. Il était indifférent, c'est-à-dire à la richesse ou au sexe, au titre ou au pouvoir temporel. Ça m'est égal, aurait pu dire Dieu. Cette jolie expression française est une façon moderne d'exprimer cette idée ancienne de égalité comme indifférence. Comme l'a dit Minucius Felix, avocat romain et converti au christianisme au IIIe siècle, dans des termes proches de ceux de Mahomet, quelle que soit notre ascendance ou notre place dans le monde, nous sommes tous nés égaux par le sort et nous nous distinguons que par la vertu. Mon propos ici est simplement d'illustrer le fait que les affirmations d'égalité peuvent servir non seulement à remettre en question les hiérarchies existantes, mais aussi à les établir en servant de prémices hiérarchiques, de fondements sur lesquels repose le rang et l'exclusion des inégaux. Et bien sûr, cela vaut également pour les pères fondateurs américains ou les révolutionnaires français ou Étienne. Le Novus Ordo Seclorum proclamé par les révolutionnaires américains
pour prendre cet exemple, était largement fondée, selon les révolutionnaires, sur le mérite. Non pas sur le titre, le rang hérité, mais sur ce que les actions des individus dans le monde, leur utilité, leur capacité à faire preuve de vertu, leur intelligence, leur travail acharné. Cette valorisation du mérite porte en soi le potentiel d'une critique dévastatrice des privilèges, comme l'observe Mona Ozouf. Et les Américains, comme leurs homologues français et Étienne, l'ont utilisé précisément de cette manière pour défier ce que Thomas Paine, dans un jeu de mots, appelait les nobility, c'est-à-dire les nobility, les nobles, ceux qui prétendaient à des privilèges qu'ils n'avaient ni gagnés ni mérités. Mais si les revendications d'inégalité naturelle par l'aristocratie de sang pouvaient être nivellées en conséquence, la méritocratie n'impliquait guère l'égalité, mais simplement une promotion sociale sur la base d'autres critères. Ainsi, Jefferson, comme John Adams, comme l'abbé Sieyès en France, et comme un grand nombre de républicains au XVIIe et XVIIIe siècle, parlaient d'aristocrates naturels, ceux qui méritaient leur place parce qu'ils étaient naturellement les meilleurs. Le nouvel ordre des âges était donc en réalité une nouvelle hiérarchie des âges. Ainsi, les affirmations d'égalité au XVIIIe siècle, comme à d'autres époques, étaient à la fois libératrices et limitantes, toutes comme elles sont à la fois anciennes et nouvelles. À cet égard, l'égalité des Lumières, comme l'a souligné mon collègue du Pays-Bas, Siep Sturman, dans ce livre, l'égalité des Lumières est à double visage, à l'image du dieu romain Janus, qui regarde dans les deux directions à la fois. Ainsi, la même culture des Lumières, qui peut concevoir tous les êtres humains, comme le dit Kant, comme des créatures dotées d'une dignité égale, peut également façonner de nouveaux discours sur l'inégalité raciale, qu'elle que soit fondée sur l'environnement, comme dans le modèle Buffon, ou sur la race et le sang, comme dans les opinions naissantes de Blumenbach et Christoph Meiners en Allemagne. Aussi, des nouveaux discours genrés fondés sur des différences psychologiques et physiologiques présumées entre les hommes et les femmes. De nouveaux discours sur l'économie politique, progression par étapes du chasseur-cueilleur au berger, puis aux agriculteurs et aux commerçantes. Et avec... Oh, pardon. Ah bon, ce n'est pas là. Et le quatrième, de nouveaux discours sur le développement de l'histoire, très lié à la troisième, le mouvement général de la barbarie à la civilisation, dans lequel tous les hommes sont nominalement égaux, mais certains plus que des autres, plus avancés dans le progrès de l'histoire, la grande majorité étant reléguée à ce que Depeche Chakrabarty appelle la temporalité du pas encore. Le double visage de l'égalité suggère un troisième thème majeur du livre, à savoir que nos sentiments à ce sujet sont profondément contradictoires. En bref, nous la voulons et nous ne la voulons pas. Et par là, je ne veux pas seulement dire qu'il y a dans le monde des gens qui militent pour plus d'égalité et des autres qui s'y opposent, ce qui est bien sûr presque toujours le cas, mais assez banal aussi. Mais plutôt que nous tous, en tant qu'êtres humains, sommes partagés,
c'est-à-dire en conflit, parce que nous sommes tous, par excellence, des créatures de status, programmées pour surveiller en permanence notre place dans les hiérarchies qui se forment partout où les êtres humains se regroupent. Que cela nous plaise ou non, nous sommes des êtres hiérarchiques, en fait dont nous avons souvent du mal à parler, mais qui n'en reste pas moins vrai. Et pourtant, les êtres humains ont également développé des ressources vitales pour remettre en question les hiérarchies, renforcer la solidarité du groupe, contester et combattre la domination. Une partie de nous recherche la promotion, le statut et même la domination, tandis qu'une autre partie s'y oppose. Et je consacre une grande partie des premiers chapitres du livre à discuter de notre longue histoire évolutive et à examiner les raisons pour lesquelles nous avons développé cette double perception de l'égalité. Et je m'appuie pour cela sur de nombreux travaux récents dans des domaines tels que la psychologie, l'anthropologie et la sociologie. Ici, cependant, une meilleure façon de suggérer l'ambivalence des êtres humains à l'égard de l'égalité consiste peut-être à réfléchir un instant à ce que Karl Marx et Friedrich Engels ont à dire à ce sujet. Et je pense que la plupart des personnes qui connaissent un peu la tradition marxiste, mais qui ne sont pas imprégnées des sources primaires, supposent simplement que Marx est favorable à l'égalité, qu'il s'est investi dans la recherche d'un traitement égal, d'une considération égale et d'une récompense égale. Et il est vrai que la tradition social-démocrate et socialiste s'est finalement attachée à l'égalité, qu'un commentateur anglais, le politicien de longue date du Parti travailliste anglais, Tony Wright, décrit comme la valeur socialiste par excellence, égalité. Mais cette affinité ultérieure peut occulter une profonde ambivalence à l'égard d'égalité à ses débuts, que Wright, malgré ses titres, Socialism's Old and New, ne voit pas. Au lendemain de la Révolution française, par exemple, bon nombre de premiers socialistes, tels que Fourier ou Saint-Simon, sont en réalité assez hostiles à l'égalité en tant que principe de la vie sociale ou économique. Fourier la qualifie de poison social et politique. Pendant ce temps, ceux qui se prononcent en faveur d'une égalité, une redistribution, je l'ai gagné, radicale, poursuivant ce que Babeuf, Buonarroti et Sylvain Maréchal appellent dans leur manifeste des égaux de 1896 l'égalité réelle, sont rejetés par Marx et Engels comme des utopistes et des vulgarisateurs poursuivant un nivellement grossier, ce qu'ils appellent Nivellierung oder Gleichmacherei. Ou pire encore, comme des chrétiens. Il y a en fait beaucoup de socialistes chrétiens et de communistes chrétiens en Europe au XVIIIe siècle, en particulier en France, dans les années 30 et 40, qui parlent d'égalité. Voici donc Engels écrivant en anglais en 1843 dans la revue de le socialiste utopien Robert Owen. Et comme vous voyez, il décrit l'égalité comme une notion chrétienne et le communisme même comme une notion chrétienne. L'égalité est, et je cite, l'illusion de l'époque, écrivent Marx et Engels dans l'idéologie allemande. Marx décrit ailleurs l'égalité comme un préjugé populaire figé
qui a peut-être été nécessaire pour faire avancer la société à un stade intérieur, mais qui a désormais rempli son rôle. Et Engels s'exprime avec élégance sur le sujet, d'abord dans le lettre à August Bebel, écrit au même temps du programme de Goethe le Parti social-démocrate allemand, et le deuxième cas dans le chapitre qui s'appelle « Égalité dans le anti-Dühring ». Lénine, lui aussi, se moquait des phrases creuses sur l'égalité, décrivant le concept d'égalité comme, et je cite, un préjugé des plus absurdes et stupides. Et Staline était tout à fait d'accord avec lui. À cet égard, ils étaient de fidèles disciples de Marx lui-même. Il n'y a absolument aucune preuve dans les écrits de Marx et Engels qu'ils considéraient l'égalité matérielle, politique ou sociale comme la conséquence du communisme. L'abolition de la lutte des classes était plutôt leur objectif premier, où chacun donnerait selon ses capacités et recevrait selon ses besoins, selon l'expression de Cabet et Louis Blanc pris par Marx dans sa critique du programme du Goethe. Le reste suivrait tout naturellement. Et c'est une des raisons, comme l'a récemment montré l'économiste Branko Milanovic, pour lesquelles les soviétiques ne se sont pas intéressés à mesurer ou à enregistrer les inégalités de revenus ou de richesse. Cela ne les simplement préoccupait pas. Eh bien, si l'égalité ne se trouve pas là où vous pensez le trouver, elle se trouve là où vous y attendiez le moins. Nous ne considérons généralement pas le fascisme, pour des raisons qui sont évidentes, comme une doctrine promouvant l'égalité. Mais en réalité, tant les fascistes italiens que les fascistes allemands parlent beaucoup de ce sujet d'une manière qui mérite d'être soulignée aujourd'hui, car il est en train de renaître de manière consciente. Et j'aime remarquer que le symbole principal du fascisme, le fascisme romain, était le symbole de justice et aussi de unité sociale et aussi d'égalité. Et c'était plutôt... qu'est-ce qu'il y a ? C'était plutôt un symbole républicain pendant le XVIIIe et XIXe siècle. Donc il y a un fasciste sous le triangle de Charpentier, là, de ce tableau de la Révolution française, et sous les bras de Lincoln, dans le monument de Lincoln, aussi sur le dé de Speaker, dans le Congrès américain, ce qui peut être un peu ironique maintenant, mais ils sont là, regardez. D'une part, la discussion porte sur une critique de ce qui est considéré comme l'appel trompeur et inefficace des libéraux et des sociodémocrates à l'égalité universelle. Il s'agit d'une critique largement répandue, mais la version la plus sophistiquée est celle du théoricien juridique et philosophe allemand Carl Schmitt, qui écrit longuement sur l'égalité. Essentiellement, son idée est que pour avoir une conséquence réelle et pratique, l'égalité doit être fondée sur ce qu'il appelle la substance, c'est-à-dire qu'elle doit découler de similitudes concrètes, histoire, langue, religion, vertu, une nation ou une race commune. Selon Schmitt, ces éléments sont nécessaires pour donner du poids à l'égalité et unir le cercle des égaux. Ainsi, l'appel libéral démocratique, celui de la Constitution de Weimar par exemple, au droit universel, à l'égalité universelle de tous les êtres humains, est invariablement
édulcorée et rendue pratiquement insignifiante. En revanche, la véritable égalité, une expression que Schmitt et les fascistes italiens utilisent sans cesse, exige non seulement la substance, mais aussi la possibilité d'inégalité, qui sert à mettre en valeur et à délimiter le véritable cercle des égaux. Les démocraties libérales se bercent donc d'illusions lorsqu'elles proclament l'égalité de tous. De plus, et Schmitt est ici très incisif, les démocraties ont toujours agi ainsi, mais elles ne l'admettent pas toujours, et vous voyez sa critique là dans la deuxième partie de cette citation. Schmitt attire l'attention sur une dynamique qui hante l'égalité depuis ses débuts, à savoir la tension entre l'uniformité et la différence. W.E.B. Du Bois observait en 1915 que, je cite, « l'égalité dans la vie politique, industrielle et sociale dont les hommes modernes ont besoin pour vivre ne doit pas être confondue avec l'uniformité. Au contraire, il s'agit plutôt d'insister sur le droit à la diversité. » Fin de cette citation. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous parlent aujourd'hui de l'égalité, en particulier depuis les années 70. L'égalité, c'est la différence, comme l'a dit la chercheuse féministe Joan Scott. Mais bien que je sois sensible à ce point de vue, j'essaie de souligner dans mon livre que, d'un point de vue historique, l'égalité a été très tôt associée à des revendications de similitude et de uniformité. Et en effet, lorsque vous recherchez ce mot dans les dictionnaires de l'époque, vous trouvez précisément ces associations conformité, uniformité, identité, comme l'explique le premier dictionnaire américain Webster. Il y a des citations pareilles en Aristote au début. Les fascistes et ceux qui cherchent à les imiter aujourd'hui jouent efficacement sur ces appels à la similitude ou à l'identité entre égaux, raciales, idéologiques, culturelles, exploitent habilement le ressentiment qui se manifeste dans les sociétés de masse modernes, en particulier celles qui revendiquent l'égalité comme une valeur. Et bien qu'il y ait des débats pour savoir dans quelle mesure les régimes socio-fascistes ont réellement tenu leurs promesses égalitaires envers leurs partisans, assez peu, selon moi, la rhétorique elle-même est plus importante que toute autre chose, créant une égalité imaginaire entre les membres du groupe, malgré ou face aux inégalités très réelles de richesse, de privilèges et d'accès qui les divisent. Comme Hitler l'a déclaré lors d'un rassemblement de masse à Saarbrück en 1935, je cite, « Nous avons essayé de regarder au-delà des apparences, d'oublier l'origine, le statut social, la profession, la richesse, l'éducation, les connaissances, le capital et tout ce qui peut séparer les gens, afin de percer à jour ce qui peut les rassembler en tant qu'égaux. » Il s'agit bien sûr de rhétorique, mais qu'elle s'est avérée plutôt efficace pendant un certain temps. Je ne laisserai pas Hitler avoir le dernier mot, et soyez assurés que je retrace dans le livre certaines des histoires les plus inspirantes au XXe siècle, des histoires sur les mouvements anticolonialistes et ce que j'appelle la mondialisation de l'égalité en tant que valeur dans les périodes de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, les avancées très réelles
du mouvement des droits civiques et de la deuxième vague du féminisme, des protections civiles pour les gays et les lesbiennes, de la social-démocratie et l'état de providence, ainsi que la réduction stupéfiante des inégalités mondiales, mesurées par le revenu du nombre total des individus dans le monde, à lequel nous avons assisté depuis les années 80, une histoire souvent négligée lorsque nous nous concentrons sur la montée simultanée des inégalités au sein des nations prospères du nord de la planète. Pour autant, je ne prétends pas que ce livre soit très optimiste. J'avoue que je suis par nature plutôt pessimiste. Je continue néanmoins de croire que l'optimisme est une vertu dont nous avons cruellement besoin en ces temps sombres. Et si je vois des raisons d'être optimiste dans l'histoire de l'égalité telle qu'elle a été conçue sur le long terme, c'est dans la persistance de l'égalité en tant que référence et valeur, et dans le refus obstiné des êtres humains de l'abandonner complètement. La capacité humaine à imaginer et à réimaginer l'égalité encore et encore me suggère que nous n'en aurons pas fini avec elle de sitôt. Et c'est finalement l'un de mes objectifs, retracer l'histoire de la manière dont l'égalité a été imaginée au fil du temps, afin que d'autres puissent l'imaginer à nouveau et mieux. Merci. Merci, merci beaucoup, merci Darine. Je crois que merci pour cette conférence qui montre bien comment cette longue traversée cette traversée de la longue durée permet de réviser profondément toute une série de certitudes et d'évidences par rapport à l'égalité, par rapport à l'histoire de l'égalité, et notamment au fond de nous déniaiser par rapport à certaines conceptions simplistes qu'on pourrait avoir de l'égalité, notamment articulées, si on les regarde effectivement du point de vue des Lumières du XVIIIe siècle, comme, et tu as fait allusion, comme une notion moderne liée à l'universalisme moderne des Lumières, liée à l'ère des révolutions, et qui ensuite serait inhérente à la tradition disons, progressiste, et par opposition aussi bien aux sociétés hiérarchiques d'Ancien Régime qu'au retour de propositions inégalitaires, anti-modernes ou anti-libérales. Et l'histoire que tu retraces est entièrement différente. Au fond, tu détruis complètement ce récit qu'on pourrait, voilà, ce récit moderne, on pourrait dire de Whig history de l'égalité, puisque tu montres d'abord, tu montres d'une part l'ancienneté de modèles religieux. Je crois que tout ce que tu dis sur l'ancrage dans les grands monothéismes du premier millénaire avant notre ère, ce qu'on appelle parfois l'âge axial que tu as repris, est extrêmement important. Et là, on voit bien l'importance de la longue durée, qui explique, par exemple, effectivement, que dans la première moitié du XIXe siècle, une grande partie des courants socialistes en Europe soient d'abord des critiques, soient très largement imprégnés par des critiques religieuses des révolutions comme un moment de dissolution du social sous l'effet de l'individualisme libéral. Donc, on a là quelque chose qui est très présent et que tu nous permets de comprendre. Et puis, on voit d'autre part à quel point, comme tu l'as dit, l'égalité n'est pas, en tout cas conceptuellement conçue, n'est pas forcément là où on la cherche spontanément, mais peut-être là où on ne la cherchait pas et peut-être on craignait de la trouver. Et ça nous donne aussi des clés, tout ce que tu as dit à la fin, des clés très importantes pour penser aujourd'hui les enjeux contemporains de regain, de retour en force des mouvements
populiste. D'ailleurs, le terme populiste n'était pas dans ton discours, mais est évidemment à l'horizon, et de discours des droites extrêmes qui sont tout à fait capables de mobiliser en partie les rhétoriques de l'égalité uniformité, de l'égalité homogénéisatrice. Pourquoi ? Et parce que c'est la troisième grande leçon, parce que tu montres que l'égalité produit toujours, vient toujours avec, d'une part, d'autres formes, d'autres critères de classification, de hiérarchisation et donc de différence. Ça peut être la vertu, ça peut être le mérite, ça peut être le diplôme, et on sait à quel point aujourd'hui, et je le dis ici, mais on sait à quel point aujourd'hui c'est un des grands reproches que des discours égalitaires, populistes peuvent faire à nos sociétés de l'égalité méritocratique moderne, de réintroduire des inégalités, des différences fondées sur le diplôme, le niveau d'études, etc. Donc l'égalité produit des différences et des hiérarchies internes. L'égalité produit surtout de l'exclusion, puisqu'elle discrimine toujours ceux qui sont à l'intérieur du cercle de l'égalité, du cercle des égaux, par rapport à ceux qui en sont exclus. Et tous ceux qui suivent le travail qu'on fait ici sur notamment le moment révolutionnaire savent bien que c'est un des grands paradoxes de l'histoire, notamment du rapport de la révolution, des révolutionnaires français avec avec l'esclavage, avec la situation des esclaves. On peut à la fois proclamer l'égalité des droits et maintenir l'esclavage. Et puis cette question de cette tension entre l'égalité et la différence. Alors, on pourrait engager la discussion, notamment, mais peut-être après, sur la question, justement, sur la question de l'articulation entre une égalité substantielle, sur laquelle tu termines, qui implique, au fond, une identité qui est donnée en amont, qui est définie par des propriétés propres des individus, et une égalité qui serait davantage une égalité procédurale, et notamment une égalité fondée sur le droit. Peut-être que tu t'es, en prenant la déclaration d'indépendance américaine avec son discours très religieux, The men are created equal, c'est un peu différent de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où les hommes sont libres et égaux en droit, avec une double différence. D'abord, c'est que l'égalité est d'abord donnée comme un droit plutôt que comme une substance créée. Même en possession des droits. Et parce qu'il y a l'articulation liberté-égalité. Et peut-être qu'au fond, on pourrait dire que pour comprendre l'égalité, il faut voir comment elle s'articule à d'autres notions. Mais on peut avoir cette discussion, mais je voudrais surtout qu'on puisse avoir une discussion avec la salle. Il y a ici des gens qui sont tout à fait compétents et curieux sur tous les sujets que tu as traversés. Alors, on a un micro qui est disponible ici. Maxime, si tu veux bien le faire passer. Et voilà, je propose à ceux qui le veulent, ceux et celles qui le souhaitent, sentez-vous libres de profiter de la présence de Darine pour lui poser vos questions.